ben dis-leur qu'il y a des chiens qui sont perdus. Fait qu'on s'en va chez Animaux Dépôt ou on appelle au 849-4932. En attendant, Sébastien, il y a plein de sorties cette semaine. J'avais le goût qu'on se placote encore une fois de ce qui retient ton attention. T'as-tu des coups de cœur? Oui, on a 3 grosses sorties cette semaine. Honnêtement, là, 3 gros films. Je dirais peut-être un 4e, mettons, parce que il y a eu le gros film de l'année au Québec, c'était Omerta. Absolument. Fait que je pourrais dire qu'on a eu 4 gros films, là. Moi, je l'ai vu, Omerta. Je dois dire que ça m'a fait du bien là, de retrouver mon Pierre Gauthier. J'étais contente de revoir Michel Côté plutôt. Michel Dumont également à l'écran. Mais je suis obligée de dire que c'est un peu Patrick Huard qui scrape toute la patente parce que l'histoire est bonne. Luc Dionne, vraiment, là, dans tout ce qui est histoire de truand, c'est à croire que lui-même aurait aimé être criminel. C'est un excellent réalisateur dans ce créneau-là. Mais Patrick Huard, pas tant que ça. Ah ouais, oui, il m'a pas trop gossé. C'est plus les autres petits personnages là, comme Paolo Noël, même... Stéphane Rousseau, certains ont un doute. Stéphane Rousseau. Ouais, j'ai pas trouvé si mal, moi. Vraiment, en criminel endurci, là, cicatrisé, j'ai trouvé pas si mal, là. Ouais, Patrick Huard, il est pas bon. Il est overrated. C'est juste parce qu'un jour, il a dit qu'il voulait aller aux Oscars. On se fait tout à croire qu'il est bon. Il est pas bon. Non, pas à ce point-là. Là. Il est pas bon. En plus, il fait doubler son cul parce qu'il est face plate. Oh non, je l'ai pas dit en ondes. Oh non. OK, mais je pense que juste parce que le scénario est bon, moi j'ai aimé la trame de fond, là, toute cette histoire de lingots d'or là, ça m'a intrigué. Faut le voir. En tout cas, on peut pas passer à côté. Je pourrais dire qu'il manque un peu de finition. Je sais pas, il manque un petit quelque chose il manque l'effet wow. Là, ouais. Puis c'est pas parce que c'est René Angélil qui fait le grand caïd là-dedans que ça fait un effet wow. Ouais, c'est ça. C'est pas Marlon Brando, là. On s'entend, là. C'est pas Marlon Brando dans le parrain, là. Non. Mais, non, je sais, il manque un petit quelque chose. Mais il reste que pareil, c'est probablement le film québécois le plus solide, le plus grand public de l'année. Puis c'est pas pour rien qu'il a fait 2 millions box-office. Ça va être lui qui va gagner le billet d'or, probablement. Mm-hmm. Parce que, écoute, le nouveau film de Fred Pellerin, je sais pas si t'as vu les chiffres, là, juste 130 000 au box-office. Pour résumer ça. Puis pourtant, on nous passe des heures à Arte TV puis à Radio-Canada. On nous montre les making-of. On sait plus quoi faire pour nous faire aimer le film, mais les gens y vont pas. Pour ce qui est d'Omerta, tu veux, si après coup, là, c'est à cette heure que je regarde ça puis j'ai vu le film, j'ai aimé quand même. J'ai aimé ma sortie au cinéma. Mais si j'avais eu à choisir, j'aurais pris la série TV. Je sais que c'était le premier choix de Luc Dionne aussi. Financièrement, c'était peut-être pas vraiment réalisable. Puis il y avait des problèmes au niveau de qui allait le diffuser. Mais après coup, c'est ça que j'aurais aimé le mieux. Ben c'est ça, moi j'ai pas vu la série télé, pas parce que j'étais pas intéressé, je sais pas pourquoi, ça passait à côté, puis mais c'est quelque chose qu'un jour je veux peut-être me retaper, mais toi, vu que tu as vu la série télé, puis le film, dans le contexte, est-ce que tu es capable de bien placer le film? Est-ce que c'est une continuité? C'est une belle chose que le film est arrivé? Non, c'est uniquement parce qu'on a un lien par quelques personnages, mais il n'y a pas de lien au niveau de l'histoire, il n'y a pas de, tu sais, on va pas rechercher ce qui s'est passé dans la deuxième série que David Lahaye, il n'y a pas de, tu sais, les moteurs n'ont pas rapport dans celui-là. C'est vraiment un aparté, tu sais, puis Rachel Lefebvre donne un petit souffle de beauté à l'ensemble, mais ça n'aura jamais le charme de la série. Je pense que ça ne nous refera jamais l'effet de la première fois qu'on a découvert ça à TV. OK. À part ça, il y a Ted, le toutou, avec Mark Wahlberg. Qui a quelque chose qui a l'air assez naïf, puis qui, en fait, couvre un langage assez vulgaire. Mais attention, les parents, c'est pas pour vos enfants. Non, hein, pas du tout. Est-ce que c'est pour les parents, au moins? Oui, mais je dirais, honnêtement, là, je pense que le public cible, c'est peut-être 17-35 ans. Là. Les parents un petit peu plus vieux, là, peut-être qu'ils vont trouver ça un peu plus vulgaire, trop vulgaire même, à certains égards. Même moi, des fois, je trouvais qu'il y a certains gags qu'on allait trop loin pour rien. Mm-hmm. Je trouve que c'est des gags un peu à la Joe Apatow, sur les, des gags que moi, j'embarque pas nécessairement. Souvent des gags très vulgaires, comme pour nous déstabiliser dans des moments où on s'attend pas à voir quelque chose comme ça. Là. On veut nous faire réagir coûte que coûte. Ouais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, le toutou, il s'en va se faire embaucher d'une épicerie, puis là, il commence à insulter celui qui va l'embaucher, puis il parle du jus de plot de sa femme. Je sais pas, mais c'est peut-être pas approprié. Mais juste à dire, Sébastien, que je suis en train de manger, là. Ah, OK.
Non, c'est ça, comme je disais, là, tu sais, il est super charmant, le toutou, puis les effets spéciaux sont super bien faits. C'est Seth MacFarlane qui a créé la série Les Griffins, qui est derrière tout ça, qui est aussi derrière la voix du toutou Ted. Donc, ne vous surprenez pas, c'est le même genre d'humour, un petit peu plus corrosif par moment, mais reste que pareil, il y a des bons gags. Écoute, il y a un clin d'œil formidable à Flash Gordon. D'ailleurs, le personnage de Flash Gordon revient dans le film. C'est vraiment génial. Puis il y a des bons gags quand même là, avec Mark Wahlberg puis le toutou. Là. Sauf que moi, personnellement, je trouve que les gags les plus vulgaires, on aurait pu les enlever puis ça aurait fait une excellente comédie quand même. Bon, on est tombé dans le piège d'essayer de vouloir faire trop gros. Il y a aussi dans les films d'animation l'ère de glace, la dérive des continents. Je sais pas à combien on en est pour l'ère de glace, mais c'est encore justifié et c'est encore aussi prenant que le premier? Oui, parce que, en tout cas, les chiffres parlent, là. On double quasiment, ou du moins on augmente à chaque fois qu'il est sorti un air de glace au cinéma, on a augmenté le box-office à chaque fois. Donc, écoute, la recette est gagnante. Puis là, c'est le 4e. Puis écoute, j'ai regardé ça avec ma petite fille, là, c'est absolument charmant, c'est adorable. Écoute, même les adultes, ils prennent goût à ce genre de film-là. Les personnages, entre autres, Scratch, le petit écureuil qui est vraiment tout le temps drôle, là, qui cherche tout le temps sa petite noix, là. On réussit tout le temps à nous le mettre dans des situations impossibles. Et tout le reste, là, le mammouth, le tigre aussi, donc, puis en 3D, tu sais, hein, je me suis acheté mon kit 3D. Oui, enfin le 3D! C'est formidable. Ensuite de ça, il y a le nouveau Jason Bourne. Le nouveau dans tous les sens, c'est-à-dire que c'est une suite aux 3 premiers, sauf que c'est le nouveau dans le sens que là, c'est plus Matt Damon qui l'interprète. C'est ça, c'est un peu l'héritage de Jason Bourne dans le sens que vous savez que ce film-là, dans le fond, la série Jason Bourne, c'était une série de 3 romans dont on a porté à l'écran. Puis là, on a voulu en faire un 4e, mais il n'y avait pas de roman qui existait, fait qu'on a carrément inventé l'histoire. Puis, ce qui a fait en sorte qu'on a écrit carrément un nouveau scénario. Et Matt Damon et Paul Greengrass, qui étaient rattachés au projet, entre autres Paul Greengrass, qui a réalisé les 2 derniers, lui a dit moi, je vais passer mon tour. Ce qui a fait en sorte que Matt Damon aussi a passé son tour. Et vous savez, il y en a un 5e qui est en travail. Et là, ils vont être de retour les 2 dans le prochain. Puis là, ils vont probablement avoir peut-être une lutte. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire avec Jeremy Renner qu'on a pris pour remplacer Matt Damon? Non, mais il remplace pas Matt Damon. C'est ça c'est important. C'est pas lui qui reprend le rôle de Jason Bourne. C'est comme si dans le film, Jason Bourne est encore existant. On le voit pas. On sait pas. Mais on lui fait mention tout au long du film. C'est ça. Mais tu sais, on le voit pas, là. Lui, c'est carrément un autre agent. C'est Alex Cross, qui est un autre personnage qu'on a inventé dans cette série-là et qui va donner lieu probablement à une autre série d'histoires parce qu'on va faire une autre trilogie de Bourne. Voyons! Oui. Là, lui, il va être débordé parce que s'il y a une suite à The Avengers, c'est celui qui fait l'archer. Là, il va être dans une autre trilogie on the side. Écoute, c'est drôle, hein? Il devait faire, c'est ça qui est drôle, j'ai lu ce matin, il devait faire un petit rôle dans Ted. Et il devait faire, Jeremy Renner, là, il devait faire un petit rôle dans Ted. Il devait aussi prêter sa voix à un des personnages dans Ice Age. C'est assez bizarre que les 3 films sortent ce matin. Mais finalement, il a refusé les 2 autres parce qu'il dit, écoute, je suis un petit peu débordé. C'est vraiment l'acteur. Honnêtement, je pense que c'était l'acteur le plus hot de l'année en 2012. Si tu prends Mission Impossible 4 dans lequel il a joué, Avengers, tu sais, ça a comme été un acteur qu'on a découvert, entre autres avec le film The Town, là, je me rappelle bien, avec de Ben Affleck. Et par la suite, écoute, les rôles se sont bousculés pour lui. Puis depuis ce temps-là, écoute, moi honnêtement, je trouve que c'est un acteur un des plus hauts qu'on a eu cette année, là, qu'on a découvert vraiment, puis qu'il a choisi à chaque fois un bon rôle pour lui. Est-ce que pour bien comprendre l'héritage de Bourne, je dois avoir vu les 3 premiers? Et c'est bonne question. Je pense que c'est préférable quand même parce qu'on y fait référence tout au long. Oui, effectivement. Mais honnêtement, ça commence à être de l'ouvrage. En plus, c'est un film de 135 minutes. Faut que j'écoute les 3 premiers. Grim, j'ai une misère à comprendre l'histoire de ce Bourne-là. Je me rappelle plus pas toutes des histoires des 3 autres. Il va falloir que je m'y retape, mais honnêtement, c'est assez complexe à suivre. Effectivement. C'est pas facile. Là. Ça va vite. Sébastien, je voudrais pas que tu tombes en burn-out de film, là, parce qu'à tous les semaines, faut t'en écouter pour être à jour dans tes sorties DVD. Si en plus, tu te mets de la pression à réécouter toutes les trilogies, là, avant d'écouter Le Hobbit, t'as 9 heures de Seigneur des Anneaux aussi, hein? Là, justement, je vais me taper la trilogie de Seigneur des Anneaux pour aller voir le nouveau, Le Hobbit bientôt, là. Mais je me suis retapé d'ailleurs la trilogie Die Hard cette semaine. Ça fait du bien.
Ça, c'est un bon film de temps des fêtes. On a-tu fait le tour des sorties DVD de cette semaine, nous autres? Ben, si tu veux, pour les amateurs, il y a Goldorak. On sort enfin le gros coffret Goldorak avec les 74 épisodes de la série originale. Donc, j'ai pas eu l'occasion de me le retaper. Donc, je peux pas vous dire est-ce qu'ils ont mis la chanson originale dans des épisodes, tout ça. Je vais regarder ça. Peut-être je vous ferai peut-être une étude, une critique plus approfondie la semaine prochaine du coffret. Mais honnêtement, là, mesdames, là, si vous voulez offrir un petit cadeau à vos chums, là, je suis sûr qu'ils vont capoter à voir ça sur le sapin. Fait que dans le fond, on se fait des cadeaux entre nous autres, entre adultes, puis après ça, on leur file aux enfants juste pour pouvoir avoir une bonne défaite des écoutants en famille, là. Exactement. On se parlait-tu des films de Noël ou on se garde ça pour une autre fois? On va finir par manquer de temps, là. Ouais, mais là, je pense qu'on peut pas même se parler des films de Noël et je pense qu'il reste à peine 2 minutes. Ben, prenons-en un petit peu plus. Fais-nous quelques suggestions parce que là, même si TVA me fait des films de chiens par les soirs, c'est quand même pas du grand cinéma, là. J'aimerais ça avoir des bons films de Noël. On dirait que à la télévision, on hésite à me passer les grands classiques. Si je me déplace d'un club vidéo comme toi, j'imagine que t'as fait une petite section Noël. Ben oui, je suis rendu avec 250 films de Noël. À chaque année, je ressors ça sur mon mur. Puis, écoute, cette semaine, là, samedi, sur je dis 250, j'ai arrondi, j'avais 247 films de Noël. Et sur les 247, j'en avais 187 de sorties. Wow! Samedi. Wow! Je suis content. Puis, le monde, il triple à chaque année. Ils savent que j'ai une grosse section. Puis, elle est tout le temps engraissée à chaque année. Là. Je mets la main sur d'autres films de Noël qui sortent. Là. C'est juste cette année, j'ai remis 30 autres films dedans. Là. Fait que ça s'en vient pas pire. Là. J'espère avoir une collection un jour de 500 films de Noël. Ça va être trippant. Mais justement, pour te parler des films de Noël, moi, je suis en train de me préparer un top 10 des meilleurs films de Noël. Là. Mais je pense que c'est plus la semaine prochaine qu'on voulait faire ça. Bon, c'est parfait, mais là... Non, c'est vrai, la semaine prochaine, excuse-moi. On vous laisse faire les films de fin du monde. Oui, c'est vrai. Mais là, dans le fond, on est fucké dans notre horaire, on est short in time, Ça hein? marchera plus, là. Bon, regarde, on va dire que écoutez les 3 Home Alone, puis non... C'est une farce. OK. Je vais réfléchir à ma logistique. De toute évidence, là, la tempête m'a monté à la tête, là. Je vais finir ma tarte au sucre, puis je vais passer de jaser de ça directement chez Vidéo Oasis au Lac-Beauport. Excellent. Merci beaucoup, Sébastien Noël. Salut. Merci d'ailleurs à Vincent Cloutier, qui est toujours en studio.